En 1976, un bus scolaire rempli d'enfants disparaît de Chowchilla aux États-Unis. Mais où sont passés les 27 passagers du bus et que s'est-il passé? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Hello, moi c'est Marion cette idée et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux affaires criminelles. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est assez spéciale parce qu'on va parler d'un bus qui a mystérieusement disparu avec ses 27 passagers. Donc cette affaire m'a été proposée par l'un ou l'une d'entre vous, j'ai pas fait attention, désolée. Elle m'avait commenté un petit commentaire du coup dans la vidéo précédente qui traitait de l'affaire de Aileen Wuornos. Donc si vous aussi vous avez des affaires criminelles, que ce soit meurtre ou kidnapping, à me proposer, merci de les écrire dans les commentaires. Sur ce, on passe tout de suite à la vidéo du jour. Nous sommes le 15 juillet 1976 dans la ville de Chowchilla, dans le comté de Madera, en Californie. Il est environ 16 h, il fait beau, il fait chaud, aux environs de 37 degrés, et à cette heure-là, c'est la fin des cours pour les enfants qui étudient à l'école de Chowchilla. Et 26 de ces enfants âgés de 5 à 14 ans montent dans leur bus scolaire pour rentrer chez eux. Le bus était conduit par Frank Edward Ray, que l'on surnomme aussi Ed Ray. Donc à l'avenir, je le surnommerai Ed Ray, voire Ed, ok? Donc Ed est un homme d'une cinquantaine d'années qui avait l'habitude de conduire ce bus depuis déjà une dizaine d'années. Il faisait les mêmes trajets pour amener les enfants, enfin un bus scolaire classique quoi. Il était connu de tous car Chowchilla, c'est une petite ville qui comptait environ 4500 habitants dans les années 70, donc au moment où l'histoire se déroule, et tout le monde connaît le chauffeur du bus du coup de leurs enfants. Le bus démarre, tout se passe comme d'habitude, les enfants jouent, rient, chantent, etc. Et le bus a l'habitude d'avoir un trajet dont les routes sont entourées de champs et souvent désertes, donc il y a peu de passages. Mais à un moment, le chauffeur du bus voit au loin une camionnette qui leur barre la route. Donc le bus qui devait passer par là s'arrête, dû à la camionnette qui l'empêchait de continuer. Et à ce moment-là, 3 hommes cagoulés à l'aide de collants et armés sortent de derrière la camionnette et entrent de force dans le bus. Un des 3 hommes braque Ed avec son fusil et le fait aller au fond du bus. 2 des hommes prennent alors le contrôle du bus, tandis que le 3e les suit avec la camionnette. Le bus suivi de la camionnette roule pendant environ 30 minutes. 30 minutes qui paraissent une éternité pour les 27 kidnappés parce que du coup, ils ne savent pas pourquoi les hommes les ont kidnappés, ils ne savent pas où ils vont, ce qu'ils attendent d'eux, ils ne savent vraiment rien. Au bout de ces 30 minutes, l'homme qui conduit le bus sort de la route et s'enfonce dans un chemin entouré de bambous, puis s'arrête. Le choix du bambou, du coup, c'est pas un hasard, ça permet du coup de cacher le bus parce que les bambous, c'est grand. J'en ai un fou juste derrière, heureusement qu'il est faux, sinon il crèverait avec moi. La camionnette qui les suivait et dont les portes de celle-ci s'ouvrent par l'arrière se gare de façon à ce que ces portes soient au même niveau que les portes du bus qui se trouvent aussi à l'arrière pour faire comme une sorte de couloir où, tu sais, dès que tu descends, genre, tu sais, t'as le bus, t'as le camion et en gros, t'es obligé de passer par là. Tu peux pas passer à gauche ni à droite parce que c'est vraiment comme une sorte de couloir fermé. Donc, c'est un peu un truc hermétique quoi, ou les trucs quand t'es en quarantaine et tout qu'on voit dans les films et tout avec le grand couloir, enfin bref vous avez compris je pense. Ils vont passer des heures et des heures sur la route dans le noir le plus complet car les camionnettes ont été barricadées avec des planches en bois de sorte qu'aucune lumière ne puisse passer à travers. De plus je vous rappelle quand même qu'il fait chaud, il fait plus de 37 degrés donc imaginez-vous dans une camionnette être entassée par des dizaines, sans lumière, sans toilette, sans nourriture ni eau à 37 degrés. Et il faut savoir qu'ils ont roulé pendant 11-12 heures en tout. Donc imaginez-vous comment c'était invivable. Il y a d'ailleurs certains enfants qui ont fait leurs besoins dessus et d'autres qui ont vomi. Durant ce calvaire, il y a le chauffeur du bus avec certains autres adolescents qui ont essayé de faire changer les idées aux petits en chantant la chanson « If you're happy and you know it, clap your hands ». Donc si tu es heureux et que tu le sais, tape dans tes mains. Bon, bien évidemment, ce n'était pas le cas, donc ils ont changé le mot heureux, happy, en triste, sad. Mais d'ailleurs, ça fait quand même des heures que du coup ils sont sur la route, donc au bout d'un moment, les parents commencent à s'inquiéter puisque ça fait des heures qu'ils sont censés être rentrés. Donc on va retourner du côté de Chowchilla. Pendant ce temps-là, comme je vous disais, les parents des élèves commencent à s'inquiéter de ne pas voir leur enfant rentrer parce que ça fait quand même des heures et le bus scolaire il est jamais en retard.
Et donc tous, du coup, ils vont appeler la police et au vu du coup du nombre important d'appels que va recevoir la police, parce que pour rappel, il y a 26 élèves disparus, ils vont tout de suite prendre au sérieux cette affaire. Par contre, ils vont pas directement soupçonner le kidnapping parce que sur le coup, ça paraît invraisemblable que 27 personnes, parce que du coup, il y a le chauffeur aussi, 27 personnes puissent avoir disparu. Donc dans un premier temps, ils vont penser à quoi? Peut-être que le bus il est tombé en panne, enfin quelque chose qui paraît plus plausible, vous voyez. Les policiers ratissent les zones où le bus aurait pu passer, mais toujours pas de traces de lui. Ils font alors appel à un hélicoptère pour avoir une vue du dessus. Et c'est alors que grâce à l'hélico déployé, ils réussissent à retrouver le bus qui, je vous rappelle, a été laissé dans la forêt de bambous, qui bien évidemment est vide vu que les passagers ont été emmenés dans les camionnettes. Ils commencent alors à chercher s'il n'y a pas des indices autour du bus et c'est là qu'ils remarquent du coup qu'il y a des traces de pneus différentes de celles du bus, donc ils comprennent bien que c'est bel et bien finalement un kidnapping. D'ailleurs, les 3 kidnappeurs ont tenté de joindre la police pour leur demander une rançon de 5 millions de dollars, sauf qu'il faut savoir que vu que l'affaire a fait tellement de bruit, ça en parlait dans les médias, etc., que du coup les médias eux-mêmes contactaient la police pour avoir des infos, les parents inquiets appelaient la police, d'autres personnes qui pensaient avoir vu quelque chose, etc., les appellent, enfin en gros les lignes sont saturées, donc du coup les kidnappeurs n'ont jamais réussi à contacter réellement la police pour demander la rançon de 5 millions de dollars. Nous allons maintenant repasser du côté des disparus, donc désolé de faire du ping-pong comme ça, mais j'essaye de vous expliquer les choses dans l'ordre chronologique, en mode pendant qu'il se passe ça à ce moment-là, bah de l'autre côté il se passe ça, ok? Les camionnettes ont roulé pendant 11 à 12 heures en tournant un peu en rond pour faire 160 km pour arriver jusqu'à Livermore. Les ravisseurs font sortir le chauffeur Ed dans un premier temps et le font descendre dans un trou creusé préalablement où un conteneur y a été enterré. Dans ce conteneur s'y trouvaient des matelas, un trou qui sert de toilette, un petit peu d'eau et de nourriture qui n'est malheureusement pas suffisant pour rassasier les kidnappés. Ensuite vient le tour de faire sortir les enfants, donc ils les font sortir un à un, c'est-à-dire qu'en gros, ils ouvrent les portes de la camionnette, ils prennent un enfant, ils referment derrière lui, ils lui posent des questions du style nom, prénom, âge, adresse, etc., etc. Hop, il va dans le trou, ils ouvrent, ils reprennent un autre enfant, ils ferment, etc., etc. C'est au tour des enfants maintenant de descendre dans le conteneur et après que le dernier des enfants soit descendu via une échelle, les ravisseurs décident de retirer l'échelle et de les renfermer dans leur prison. Donc pour ça, ils mettent une plaque en métal sur l'ouverture pour les empêcher du coup de ressortir. Et à ce moment-là, les kidnappés se retrouvent de nouveau enfermés tous ensemble. L'oxygène est de moins en moins présente, la nourriture et l'eau qui étaient présentes à leur arrivée ne suffit pas non plus. Le plafond du conteneur menace même de s'effondrer dû à la pression de la terre se trouvant au-dessus. Il est impératif du coup pour eux de sortir rapidement de cette tombe, on va clairement l'appeler comme ça. Donc Mac Marshall, qui a 14 ans à ce moment-là, réfléchit à un plan de sortie et étant du coup un conteneur avec une seule entrée / sortie, donc celle par laquelle ils sont arrivés, il réfléchit à comment ressortir par là, sachant qu'ils n'ont plus d'échelle puisqu'elle a été enlevée et l'entrée est bien trop haute. Alors Ed et Mike entassent les matelas qui se trouvaient dans le conteneur pour espérer atteindre la plaque de métal qui sert de porte se trouvant au plafond. Mike monte ensuite sur les matelas et atteint la plaque. Il tente de l'ouvrir mais n'y arrive pas car ce qu'il faut savoir, c'est que les ravisseurs, après avoir remis la plaque de métal, ils ont mis par-dessus 2 batteries de camion pour justement éviter qu'ils s'échappent, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Après que Mike ait tenté de faire bouger cette plaque pendant plusieurs heures, il réussit enfin du coup à la bouger de quelques centimètres, mais ce qui est déjà encourageant. Donc Ed vient à son aide pour que ensemble ils puissent avoir la force suffisante pour la faire bouger complètement. Ils ont maintenant réussi à faire bouger la plaque suffisamment pour pouvoir au moins passer le bras et constater qu'il y avait du coup les 2 batteries par-dessus. Donc Mike est obligé de les bouger pour enfin pouvoir enlever complètement cette plaque qui les retient prisonniers. Avec l'adrénaline, Mike réussit à enlever les 2 batteries qui se trouvent sur la plaque. Il sort enfin du conteneur, mais la joie va vite redescendre puisqu'il se rend compte que au-dessus du conteneur, au-dessus de l'ouverture, en fait il y a une autre boîte qui cette fois-ci elle est en bois. Donc en fait c'est vraiment une poupée russe leur prison. Mike ne perd pas espoir pour autant, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre à taper les parois jusqu'à ce que la petite plaque qui était au-dessus se mette à bouger et fasse tomber de la terre. Donc il comprend qu'il est vraiment à la dernière étape du coup de la sortie, donc il se met à creuser jusqu'à ce qu'il puisse voir la lumière du jour. Une fois sorti, Mike ne remarque aucun ravisseur à l'horizon et c'est avec l'aide de Ed qu'il décide de faire sortir tous les enfants avant que du coup que les kidnappeurs puissent revenir. Nous sommes maintenant le 16 juillet 1976, il est aux environs de 20 h, soleil couchant. Les 27 kidnappés retrouvent enfin la liberté. Ils sont restés environ 16 heures dans ce trou.
Maintenant qu'ils ont retrouvé la liberté, il leur reste plus qu'à rentrer chez eux. Mais déjà, première question, où est-ce qu'ils sont? Parce que là, tout ce qu'ils voient à l'horizon, c'est une carrière de roche. Donc, ils avancent un petit peu et ils tombent du coup sur des engins de chantier, etc., avec des travailleurs. Donc, ils voient des hommes avec des casques de sécurité, donc des ouvriers. Donc, Ed, au début, il se demande, c'est les ravisseurs ou pas? Mais bon, on va tenter quand même. Ils ont l'air de travailler, etc., machin. Donc, il va se présenter auprès d'eux en disant, oui, on a été kidnappés, on vient de Chowchilla, etc. Enfin, il explique l'histoire et ni une ni deux, les hommes les reconnaissent tout de suite puisque, comme je vous ai dit, c'est une affaire hyper médiatisée, tout le monde en parle. Donc, ils sont vraiment en mode « what the fuck ?» Ils sont là, quoi. Donc, ni une ni deux, ils appellent la police. La police arrive et les 27 kidnappés sont remis dans un bus. En vrai, les pauvres, ils se sont fait kidnapper dans un bus, donc c'est un traumatisme, mais on les refout dans un bus. Mais bon, en même temps, ils sont tellement nombreux qu'il n'y a pas vraiment le choix. Ils ont été conduits dans un centre de réadaptation le plus proche à Santa Rita, qui était une prison locale. Les kidnappés ont été examinés par des médecins et ont été interrogés par la police sur la description des ravisseurs. Même si c'est compliqué, parce que du coup, comme vous savez, ils avaient des sortes de cagoules, enfin des collants sur le visage. Après ça, ils ont pu être amenés à Chowchilla. Il était environ 4 heures du matin quand le bus est arrivé à destination, applaudi par les personnes présentes pour les accueillir. Les enfants ont tous retrouvé leur famille et se sont immédiatement sentis en sécurité. Ils ont enfin pu retrouver leur domicile. Vous vous demandez peut-être du coup ce qu'il en est des kidnappeurs, parce qu'entre-temps il y a eu une évasion quand même. Faut savoir que les ravisseurs, après avoir kidnappé les enfants et les avoir mis, les avoir mis dans le trou, ils sont partis faire une sieste. Sauf que au réveil, donc c'est plutôt une longue sieste même, parce que au réveil, ils ont allumé les informations et qu'est-ce qu'ils ont vu? Les enfants de Chowchilla retrouvés. Donc pendant qu'ils faisaient dodo, eux ils se sont évadés, ils ont le temps de rentrer à Chowchilla et voilà quoi. Les jours qui ont suivi l'évasion, les policiers se sont de nouveau rendus sur les lieux où a été retenu captifs les kidnappés. Et pour voir s'il n'y avait pas d'indices, etc., qui pouvaient les faire remonter vers les ravisseurs. Durant leur recherche, les policiers sont tombés sur des gardes de sécurité qui leur ont dit qu'ils avaient vu 3 hommes creuser un gros trou dans la carrière de roche, donc là où a été enterré du coup le conteneur, des mois avant le kidnapping. Et l'un d'entre eux était Frederick Newell Woods, 4, âgé de 24 ans, qui était le fils du propriétaire de la carrière. Donc il avait directement été soupçonné parce que déjà de 1, il avait les clés de la carrière, enfin de tout ce truc, il avait les clés vu que son père était propriétaire. Et en plus de ça, il était connu des services de police parce qu'il avait déjà été arrêté en plus en compagnie de 2 autres personnes, James Schofield, 24 ans, et son frère cadet Richard Schofield, 22 ans, avec qui du coup tous les 3 ensemble ils avaient une entreprise de voitures d'occasion. Ils venaient tous les 3 de familles riches, donc en gros quand ils faisaient un délit du style ouais on va voler quelque chose etc, ils se faisaient arrêter et papa-maman venaient à la rescousse avec leur argent, vous voyez. Étant donné que les policiers avaient des soupçons sur Fred Woods, ils vont perquisitionner le domicile de son père et à l'intérieur, les enquêteurs ont retrouvé une des armes qui a servi à braquer le bus. Ils ont également retrouvé un papier avec comme titre « Plan », donc on peut pas faire plus clair, où il était écrit en détail tout le plan prévu pour le kidnapping. Il y avait même écrit ce qu'ils devaient faire au cas où les choses tourneraient mal. Bon, finalement, les choses ont vraiment mal tourné, ils ont pas su gérer, mais bon, tant mieux. Ils ont planifié ce kidnapping pendant plus de 1 an et demi. Ils ont également retrouvé le brouillon de la demande de rançon qui, sur celle-ci, était indiqué 2,5 millions de dollars. Bon, même si au final, ils ont tenté de demander 5 millions quand ils ont tenté de faire leur appel, mais bon, ligne saturée. Le mandat d'arrêt contre les 3 hommes a donc été émis. En ce qui concerne Richard Schofield, donc le frère cadet de James, il s'est rendu de lui-même à la police, mais les 2 autres ont fui la Californie. Bon, même si leur fuite elle a été d'une courte durée. James Schofield a été arrêté en premier dans l'ouest des États-Unis, suivi quelques temps après par Fred Woods qui a été arrêté à Vancouver, au Canada. À ce moment-là, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ils ont kidnappé des enfants, tu vois. Et donc James, il a répondu, il a déclaré que malgré la richesse de leurs parents, lui et Fred étaient très endettés et qu'ils avaient besoin de plusieurs victimes pour pouvoir atteindre du coup des millions en rançon et que le choix des enfants était très réfléchi puisque les enfants sont précieux et que donc l'État serait prêt à débourser beaucoup d'argent pour ce type de personnes, donc pour des petits-enfants. À leur procès qui débute 16 mois après le kidnapping, les 3 hommes ont plaidé coupables aux 27 chefs d'accusation d'enlèvement contre rançon ainsi que de vol au vu des preuves accablantes.
En revanche, ils ont plaidé non coupable aux 8 chefs d'accusation de lésions corporelles qui auraient pu du coup leur coûter la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Certains des enfants victimes de kidnapping ont quand même eu le courage de se présenter lors du procès. Le verdict tombe enfin, les 3 hommes sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais 4 ans plus tard, les avocats des condamnés ont fait appel de la conclusion concernant les lésions corporelles et la cour d'appel l'a alors annulé en déclarant que les blessures subies par les enfants n'atteignaient pas le niveau de lésions corporelles en vertu de la loi. Donc vu que les chefs d'accusation par rapport aux lésions corporelles ont été annulés, les 3 hommes ont donc été finalement condamnés à la prison à perpétuité, mais avec la possibilité de libération conditionnelle. Et c'est après 36 ans passés derrière les barreaux qu'en 2012, Richard est le premier à sortir à l'âge de 58 ans, suivi de son frère 3 ans après à l'âge de 63 ans. Mais en ce qui concerne Fred, il devra attendre août 2022, donc du coup l'année dernière, après de nombreux refus de libération conditionnelle car lors de son long séjour en prison, il ne respectait pas plusieurs règles de celle-ci. Il est alors âgé de 70 ans à sa sortie. Des décennies sont passées depuis l'enlèvement des enfants et bon nombre d'eux en ont gardé malheureusement des séquelles. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils se sont fait voler leur enfance car malgré que ce kidnapping se compte en heures, leur traumatisme était toujours présent lui. On va finir par une note positive entre guillemets, c'est que la ville de Chowchilla a renommé leur parc de sport et loisirs le Edward Ray Park en l'hommage au chauffeur Ed Ray qui malheureusement nous a quittés en 2012 à l'âge de 91 ans. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous aussi vous avez d'autres affaires à me proposer, écrivez-les dans les commentaires, donc comme je dis, je réitère, que ce soit meurtre ou kidnapping, mettez-les moi dans les commentaires. Et je vous laisse me suivre également sur mes réseaux sociaux, donc TikTok sur lequel on est bientôt à 2 millions, je suis contente, et Instagram sur lequel on se rapproche petit à petit des 200 000, et peut-être qu'un jour YouTube y aura les 100 000, je serai contente d'avoir le petit cadre, je l'exposerai... J'enlèverai un cadre et je mettrai le cadre de YouTube si un jour on a les 100 000. Je vous laisse 2 vidéos aussi que j'avais faites si vous savez pas quoi regarder après cette vidéo-là et que vous n'avez pas vu mes précédentes. Donc je vous mets 2 vidéos et je vous dis à vendredi dans 2 semaines à 19 h. Ciao!